Bien, bonjour à tous. La semaine du ZCL News commence aujourd'hui. Nous sommes le lundi 19 octobre. Nous aurons dans un instant notre décrypteur de l'actualité, Didier Détouche. Bonjour. Bonjour, Daïk. Qui est universitaire et qui, une fois tous les 15 jours, avec Ozan Mouni en permanence, en alternance, viennent décrypter un petit peu l'actualité. Un peu plus tard, nous aurons Jean-Philippe Pascal, qui a été directeur de l'information sur l'ORTF, Guadeloupe Première, Radio Guadeloupe, et qui a été rapporteur d'une mission d'expertise sur l'audiovisuel guadeloupéen. C'est un rapport qui a un petit peu été contesté. On va discuter avec lui tout à l'heure. Laetitia Lebrave, directrice opérationnelle du Greta de la Guadeloupe, sera avec nous. Et puis on terminera avec autour de la com, Karine Coquin pour sa chronique sur la com. Sinon, l'actualité, bien, vous le savez, c'est la grève chez Nicolin. Bien sûr, dans le sud Bastère, ce blocage depuis ce matin, ça commence à se déboucher, un petit peu se débloquer. On en parlera avec le reportage d'Olivier Félix qui était sur place. Convocation de Jean-Marie Nomertin, c'était ce week-end chez les gendarmes. Eh bien, c'était en lien avec la grève chez Nicolin. Et puis, opération de nettoyage aux abîmes. Vianney Valverde était sur place. Mais avant, deux petites choses dans notre hors sujet. Eh bien, effectivement, on va parler de cette grève chez Nicolin, puisque vous le savez, je vous l'ai dit, il y a eu un blocage dans toute la région. Et pourquoi? Ben, simplement parce que Nicolin réclame à la CSBT 15 millions d'euros. 15 millions d'euros qui sont indus, effectivement, les services n'ont pas été payés. Et donc, ce matin, à Bastère, enfin dans la région bastérienne, particulièrement à Goubert, puisque le maire, M. Edmond, est troisième adjoint et troisième vice-président de la CSBT, il y a eu ce blocage. Les ordures ont été déversées devant la mairie de Goubert, mais aussi devant la mairie de Vieux-Habitants. Et donc, il y a eu un grand barrage, un véritable blocage de la circulation. Pendant quelque temps, ça a été assez insupportable pour beaucoup de gens. Alors, il faut quand même faire une petite remarque, c'est que Nicolin, pendant la période de Chevry, Panchard, on n'a jamais fait de blocage de ce type-là. Et subitement, avec une nouvelle direction, une nouvelle gouvernance de la CSBT qui date de moins de 2 mois, en 2 mois, il est impossible, je pense, pour la CSBT de pouvoir débloquer 15 millions. Donc, la situation est à ce point-là et on se pose la question à savoir, est-ce que la CSBT qui est en rouge pourra réellement arriver à trouver un équilibre financier? C'est une question qui reste posée, mais enfin, nous aurons l'occasion d'y revenir. Un dernier mot, et là, c'est pour saluer la mémoire d'un homme qui a disparu il y a 37 ans. C'était Maurice Bishop, qui a été assassiné la veille de l'invasion de son pays, la grenade, par les troupes américaines. Il fallait le dire, c'était le petit coup d'œil du hors-sujet du jour. Sinon, eh bien, on arrive avec, tout de suite avec Didier Deschamps, oh là là, quel lapsus, Didier Détouche. Didier, on va parler d'abord de la pandémie, parce que ça impacte encore notre pays gravement. Tout à fait. Alors, la Guadeloupe, il faut le savoir, hein, ce n'est pas parce que le président de la République n'a pas étendu à la Guadeloupe le couvre-feu oui, que nous ne sommes pas ou nous ne sommes plus dans une situation d'urgence, de vulnérabilité et dans une situation qui est extrêmement grave, avec un nombre de morts qui tourne aux alentours de la centaine, déjà. Avec des capacités d'accueil de notre CHU, mais aussi des autres hôpitaux, il faut le dire, qui sont extrêmement tendus, avec des questions qui se posent sur l'organisation, même à l'intérieur des services. Pourquoi est-ce que, par exemple, il n'y a pas une identification spécifique des malades du Covid? Donc, il y a d'autres risques éventuels qui se posent, d'autres problèmes sanitaires. Et puis, il y a donc des mesures qui ont été prises localement par le préfet, par l'ARS, et qui ont pour but de contenir l'évolution de la pandémie. Et ça me permet de dire qu'il faut que les téléspectateurs comprennent que nous sommes, si ce n'est pas encore le cas, comprennent que nous sommes dans une situation de gestion de la crise sanitaire en France et en Outre-mer qui peut être qualifiée de politique de la contingence, politique du stop and go. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une politique globale, alors on peut critiquer ou pas, hein, mais nous ne sommes pas dans une politique globale de
d'éradication du virus, c'est pas possible, on est obligé d'attendre le vaccin, mais on est dans une politique qui vise à permettre la coexistence des besoins économiques et donc des activités économiques qui sont relatives et le besoin de réguler la progression du virus en la faisant descendre et non pas en faisant en sorte que soit stoppée la propagation du virus, ce qui est autre chose et qui relève de décisions qui auraient pu être prises bien en amont, notamment et singulièrement en Guadeloupe. Donc la pandémie fait que la Guadeloupe est une île qui est particulièrement touchée dans son espace caribéen, alors qu'elle pouvait se targuer il y a quelques mois de n'avoir quasiment aucun cas. Il faut aussi ne pas oublier qu'il y a un historique de cette propagation de la pandémie liée effectivement à des règles qui n'ont pas été respectées par certains personnels qui, en ce sens, ont probablement commis une faute, mais c'est aux autorités à juger cela. Et puis lié au fait aussi qu'on a, vaille que vaille et envers et contre tout, décidé que la Guadeloupe devait se réouvrir totalement. Ce qui est une politique qu'il appartient aux acteurs de la société civile notamment, mais aussi aux différents citoyens guadeloupéens, sur laquelle il faut réfléchir très sérieusement parce que l'avenir en dépend. Alors, ça me permet de faire le lien avec le tourisme, puisque vous avez dû entendre comme moi et comme tout le monde que le gouvernement français, pour essayer de réimpulser le tourisme chez nous, a demandé à des Français hexagonaux ou encore à des Guadeloupéens de venir passer les vacances de la Toussaint en Guadeloupe. Et sur cette question-là, je pense que, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen de relancer le tourisme, mais ça peut relancer la pandémie. Alors, ça peut relancer les deux, soyons clairs. Ça peut relancer le tourisme, ou en tout cas un peu le booster, et ça peut relancer la pandémie. Sous réserve qu'il y ait actuellement, effectivement, tout de suite des réservations. Or, qu'est-ce qu'on observe? C'est que, bien sûr, personne ne se presse pour réserver. Mais il y en aura toujours qui, sur la base de ce principe, viendront quand même. Oui, c'est évident. Donc, au final, et c'est là où je vous rejoins, effectivement, en termes de résultats, on peut se retrouver peut-être avec des risques aggravés. Maintenant, c'est un problème qui est extrêmement délicat et compliqué à résoudre. Quelle décision faut-il prendre? Est-ce qu'il faut être dans une politique de prévention et 100% de fermeture aux arrivées qui ne sont pas, comment dirais-je, qui ne sont pas que des loisirs? Est-ce qu'il faut juste permettre les voyages professionnels importants que l'on doit faire ou éventuellement privés importants comme des mortalités par exemple? Ou est-ce qu'il faut réouvrir totalement et justement inciter, parce que là on est dans l'incitation en termes de politique publique sur le tourisme, est-ce qu'il faut inciter à faire redémarrer l'activité touristique qui est totalement en effondrement actuellement? La question que je me pose, c'est est-ce qu'avant il y a quand même des chiffres qui sont vraiment mis sur la table de prospection, de perspective, pour voir éventuellement jusqu'à quand est-ce que le secteur touristique pourrait rester dans une situation où on ne fait pas venir des touristes justement, où on applique une politique de fermeture, ou est-ce qu'il faut considérer que comme la Guadeloupe est déjà tellement atteinte qu'à la limite ça ne sert à rien de fermer pas les frontières mais en tout cas les accès, et qu'à partir de là on doit être dans une politique où on apprend à vivre avec le virus dans le secteur du tourisme encore plus que d'autres. Et à ce moment-là, ça pose la question de savoir pourquoi pas les autres secteurs. Alors la question qui s'est posée, que Didier, que vous abordez, effectivement, elle s'est posée dans les autres îles. Il y a une fermeture et puis des mesures drastiques pour les touristes. Alors l'autre question qui est posée, avec cette pandémie qui risque de durer, ne faut-il pas repenser le tourisme? Alors, voilà le type de question, effectivement, Danick, qui doit être posée à la fois par des membres de la société civile, par exemple le président de la Fédération du tourisme de proximité, comme les organisations du tourisme hôtelier, le CTIG aussi. Le CTIG, le CSER, le Comité social économique. Il faut qu'il y ait et des élus, bien évidemment, mais il faut qu'il y ait en ce moment particulier une réflexion sur le recalibrage d'un certain nombre d'activités
en adéquation avec la réalité qui est vécue et en adéquation avec le fait que même si on trouve un vaccin, même si on vaccine à partir de peut-être l'été prochain ou un peu plus tard dans l'année de 2021, nous sommes entrés dans une ère post-Covid, éventuellement Covid et post-Covid, qui ne va pas durer juste 2 ans, 3 ans, mais qui va durer au moins 10 ans, 15 ans. Pourquoi? Parce que nous serons toujours en train de gérer les conséquences absolument catastrophiques de cette pandémie sur l'économie de la Guadeloupe en particulier, mais bien évidemment sur l'économie française et européenne. Et quand on voit par exemple une réduction du POSEI pour les agriculteurs, c'est-à-dire des fonds européens qui vont à l'agriculture, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est déjà une répercussion des efforts considérables qui ont été faits, même si c'est sous forme de prêts, pour la relance économique. Et puis l'autre question qu'on doit se poser, que j'ai posée dans un papier récent, c'est que nous sommes allés dans une dynamique de relance économique alors même qu'on n'était vraiment pas sorti de la crise. Et j'étais très dubitatif sur le coup, mais je le suis toujours, parce qu'en réalité, quand vous êtes déjà dans une dynamique d'investir de l'argent pour relancer, en fait c'est de la survie économique, comment vous arrivez à prendre le temps de faire de la prospective, de réfléchir, de poser des chiffres sur la table pour envisager la politique qu'il faut mener dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et je pense que ce travail-là n'a pas encore été fait, qu'on est en fait, que ce soit l'État français ou que ce soit nos autorités publiques, dans une gestion de l'immédiat qui ne favorise pas les réflexions même si elles sont présentes dans les esprits, mais qui ne favorisent pas la mise en place de réflexion pour la Guadeloupe de demain. Et c'est là où je dis que la société civile doit rentrer dans le jeu. D'ailleurs, on voit bien que le gouvernement français pratiquement fonctionne pratiquement au jour le jour. Le couvre-feu, c'est une forme de confinement qui ne dit pas son nom, parce qu'en fait, le soir. Alors, pour revenir à ce que vous disiez sur le POSEI, c'est moins 7% qui vont, moins 7 milliards qui vont peut-être disparaître pour le POSEI si cette mesure est adoptée. Et on a vu que le président de région, lui, continue sa tournée dans le cadre de son plan de relance. Et cette semaine, il est allé voir le président de la Chambre d'agriculture, M. Zélim, que j'avais reçu ici, qui disait qu'il ne sentait pas l'impact de la politique agricole de la région sur son secteur. Absolument. Alors, c'est très intéressant au niveau de l'agriculture parce que d'une part, il y a une vraie volonté politique effectivement d'accompagner et de montrer à ceux qui sont mécontents qu'on est là sur le terrain parce que l'agriculture fait partie des secteurs sinistrés. Donc, bien évidemment, il faut y aller. Alors, petite parenthèse, il y a des chiffres qui viennent de sortir qui montrent que les emplois dans l'agriculture notamment n'ont pas connu de baisse. Alors même qu'on connaît une très forte baisse, beaucoup de licenciements partout ailleurs, notamment 323 licenciements qui vont être effectifs d'ici quelques 2800 salariés qui ont perdu leur emploi déjà. Absolument. Et à l'échelle de la Guadeloupe, c'est considérable. Il faut... Alors, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a donc une politique de communication, d'accompagnement, et c'est ce que vous sous-entendez, vraiment d'aller au bout de ce plan de relance régional qui, en grande partie, il faut le dire aussi, était quand même un plan de continuité du soutien économique qui était déjà dans les cartons depuis quand même dès le début au moins de la mandature d'Harry Chalus. Mais il y a aussi, c'est là aussi peut-être un peu plus intéressant, une volonté d'afficher une politique et une perspective et même un programme politique fort sur le soutien à l'agriculture, à l'agro-transformation et derrière ça, bien sûr, au concept de plus en plus porteur d'autonomie alimentaire et d'autosuffisance alimentaire. Et là, il y a un positionnement qui est très affiché. Je pense qu'Harry Chalus ne veut pas non plus laisser à d'autres parce que d'autres sont aussi sur le terrain, notamment ceux qui ont prévu l'agroparc aux alentours des Abymes, sans citer de nom pour le moment. Donc, il y a quand même déjà une pré-régionale, une pré-campagne et un rapprochement éventuel, puisque je ne me souviens pas avoir vu une telle proximité entre un président de chambre d'agriculture et un président de région, en tout cas autant affiché sur les réseaux sociaux, mais ça montre qu'il y a peut-être là un axe politique, une ouverture politique forte pour un président de région qui est en quête, dans le cadre de sa prochaine campagne et réélection, qui est en quête non seulement de soutien des acteurs économiques locaux, mais d'une vraie perspective pour la Guadeloupe. Je pense que s'intéressant à l'autosuffisance alimentaire, on peut
globalement dire tous que c'est quand même effectivement un bon créneau. Alors il y a quand même un petit problème aujourd'hui, puisque on n'avait pas prévu, mais on va en parler quand même. Le gouvernement français est en train de réfléchir sur un report des élections régionales et cantonales. Alors vous venez de dire que la démarche d'Henri Chalus, elle a deux versants, un versant pour la souveraineté alimentaire, mais de l'autre côté, c'est un côté politique aussi, de communication. Est-ce qu'à ce moment-là, tout ce qu'il est en train de faire maintenant, si la campagne est repoussée, ne va pas un petit peu être tombé dans le vide? Vous savez, en fait, si tout ça est repoussé, c'est toujours le président de région qui est gagnant, parce que c'est lui qui est aux commandes. Oui. Plus il sera aux commandes, après tout, il fait campagne pour avoir un renouvellement de mandat. Donc, plus il sera aux commandes, plus ça sera favorable pour lui, et plus il pourra creuser ce terrain, parce que ça permet d'avoir quand même peut-être un bilan des aides qu'il aura eues. Par contre, ceux qui n'ont pas forcément intérêt à ça, ce sont les challengers qui, eux, voient tous, y compris en France, de mauvais œil ce report des élections. Mais là où le gouvernement est habile, parce que c'est une patate chaude, c'est qu'en fait, il est en train d'essayer de refiler la patate chaude aux partis politiques qui, globalement, tous ont besoin d'avoir, en cette situation de Covid, un appel d'air pour avoir le temps de préparer programmes mis en place, parce que dans cette situation-là, franchement, très rares sont ceux qui sont capables, à part ceux qui sont en poste, très rares sont ceux qui sont capables d'aller dans des élections dans de bonnes conditions, bien évidemment. Et on voit, par exemple, quand on regarde des élections, même si ce n'est pas le cas de français, mais quand on regarde les élections américaines, les plus fanatiques sortent avec leur masque et vont dans des meetings. Et ce sont, on le remarque, plus les militants qui sont pour Donald Trump que ceux qui sont pour Joe Biden. Joe Biden ne fait pas ça le comble, loin s'en faut, et Donald Trump... Mais dans les sondages, quand même, Biden a pris quelques distances. Justement, c'est là où je veux montrer la différence. Oui. Par contre, quand il s'agit des fonds, où il a un fonds record d'argent qui permet d'investir sur la campagne, normalement sur le terrain, mais qui peut être déployé, il a, notamment dans les sondages, effectivement, il a le vent en poupe. La plupart des observateurs vous diraient que Biden a très largement ses chances d'être élu. Mais quand on regarde en termes de proximité et de campagne, les risques que Donald Trump prend lui-même et les risques de ses militants font qu'on a un sentiment qu'il y a beaucoup plus d'adhésion à Donald Trump dans les faits qu'à Joe Biden, qui a quand même une campagne assez moribonde, il faut le dire. Alors, je reviens à l'exemple français et guadeloupéen. Nous sommes dans une situation où tout le monde a peur d'aller faire campagne. C'est normal. Et on a déjà connu des situations particulières où on n'avait pas forcément envie de faire campagne. On a vu les effets désastreux de la campagne de Fillon dès qu'il y a eu le buzz négatif. Plus personne ne voulait aller faire campagne. Il faut toujours être dans un vent positif qui vous porte pour ouvrir les voiles électorales et si possible récolter des suffrages. À ma connaissance, il n'y en a que seul qui a réussi à se sortir très bien de la situation sanitaire de Covid dans laquelle on était et de s'axer sur ça justement pour faire campagne, c'est Cédric Cornet au Gosier. Tout à fait. Alors, en parlant directement politique, il y a un rapport qui est sorti, c'est le rapport au Magra, que c'est étonnant d'ailleurs que ce soit le sénateur Magra qui sorte ce rapport, et il voudrait un petit peu supprimer les articles de la Constitution française, 61, 72, 73, etc., qui aujourd'hui mettaient un petit peu les collectivités et les politiques dans une situation inconfortable. Alors, est-ce que ce qu'il propose, ça pourrait peut-être apaiser les tensions et arriver à une unification pour un projet politique à la fois du Conseil général, du Conseil régional et du département? Non. Pour moi, non. Mais bien sûr, n'étant pas un décideur politique, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais le contexte pour moi est que, et il faut que nous prenions le temps de bien expliquer ça à vos téléspectateurs, il y a eu un sénateur, donc effectivement Magra, de Saint-Barthélemy, qui est une collectivité territoriale qui a évolué vers l'autonomie, vers l'article 74 également, et qui s'en sort plutôt bien, économiquement, socialement, à tous les niveaux. Il y a donc une forme d'expertise et de volonté de pouvoir s'arc-bouter sur cette excellence de Saint-Barthélemy pour que politiquement, il puisse y avoir une dynamique qui soit mise en place au niveau de l'État, même s'il est sénateur. Globalement, la proposition qu'il a faite dans son rapport, c'est qu'on puisse réformer constitutionnellement
à savoir si ça sera aboli ou pas, si ça va disparaître ou pas, mais réformer les articles 72, c'est le régime général des collectivités territoriales, 73, la possibilité d'être dans le droit commun, mais d'adapter les mesures, et 74, avoir des mesures spécifiques et spéciales, en un seul article, derrière une seule appellation juridique, qui serait le pays d'outre-mer. En gros, plus de collectivités d'outre-mer, mais juste des pays d'outre-mer, pour reconnaître une vraie spécificité, au moins géographique. Sauf que le Conseil constitutionnel, qui juge de la conformité d'une loi à la Constitution, mais aussi de la qualité d'une réforme constitutionnelle, a dit concernant la Polynésie française, qui est déjà appelée pays d'outre-mer, que la notion de pays, juridiquement, n'a aucune incidence et aucune effectivité. C'est juste une appellation géographique pas contrôlée, que l'on peut à la limite insérer dans une loi organique. Ce qui veut dire que ce que propose le sénateur, c'est d'avoir une appellation juridique qui ne donne pas automatiquement plus ou moins de pouvoir, mais une appellation qui reconnaît une existence spécifique. Encore faudrait-il qu'il y ait un congrès, enfin, sur ça. Alors, ça dépend. Le Congrès, on peut avoir une réunion du Congrès pour la révision constitutionnelle, mais il y a d'autres voies. Enfin, il y a une autre voie de révision constitutionnelle où en fait, c'est le président de la République qui va décider, mais il peut faire passer de l'une à l'autre chambre et puis ensuite il y a une validation. Mais sinon, il peut réunir en une seule fois, si sent que politiquement c'est compliqué, selon la majorité dont il dispose, pour faire ça. Mais c'est toujours le président qui a la baguette de ce type de réforme, historiquement, jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'où le rôle très important des relations entre les élus de la Guadeloupe et le président de la République, qui effectivement, eux, peuvent faire évoluer les choses pour la Guadeloupe. Mais pour en revenir à ce rapport, nous avons une catégorie pays d'outre-mer qui engloberait toutes les collectivités territoriales, et à l'intérieur de cette appellation, nous aurions plusieurs évolutions différentes à la carte. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des départements qui seraient appelés pays d'outre-mer, des collectivités autonomes appelées pays d'outre-mer, et des collectivités à souveraineté partagée, étendue ou indépendante, peut-être, à savoir, qui rentreraient dans cette catégorie. Donc, c'est un amalgame juridique que je trouve un peu douteux, dans la mesure où ça n'est pas une collectivité qui demande à être appelée pays d'outre-mer avec des compétences qui vont dans une collectivité autonome. Et c'est là où j'ai personnellement moi un peu de mal. La notion de pays d'outre-mer me paraît intéressante, notamment parce qu'elle peut être étendue au niveau européen en étant pays et territoire d'outre-mer, c'est-à-dire en sortant de la zone euro. On pense à la Corse, par exemple. De la zone économique exclusive européenne, voilà. Où ça devient plutôt une espèce d'appellation générique sans régime juridique derrière. Et voilà où est le problème. Et un dernier mot, il vaut mieux, de mon point de vue, qu'il y ait un processus politique direct d'un département ou région d'outre-mer français avec l'État pour obtenir une évolution statutaire, soit PTOM, soit juste pays d'outre-mer, soit 74-73, plutôt qu'un grand package forfait général pour tout le monde, où à l'intérieur, chacun demande un peu ce qu'il veut. Je trouve que ça a moins de sens et que surtout, c'est plus compliqué à obtenir. On ne satisfait pas une volonté d'évolution politique pour avoir une meilleure dynamique économique avec juste la satisfaction de non pays d'outre-mer. Alors, il nous reste 2 minutes pour parler de l'ANG 2.0, justement. Alors, c'est une nouvelle organisation, enfin pas si nouvelle que ça, parce qu'elle était déjà présente depuis LKP. Et donc, on a vu paraître sur les réseaux une charte, une démarche particulière de nationalistes guadeloupéens qui veulent prendre les choses autrement, minima autonomie, maxima autonomie, minima indépendance. Comment vous appréciez ça, cette démarche? Alors, moi, je trouve cette démarche particulièrement intéressante. D'abord parce qu'elle reflète l'esprit de l'époque. Moi, j'appelle ça le nationalisme 2.0. C'est-à-dire que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'il y a une convergence de tout un certain nombre de personnes qui, en dehors de ces réseaux sociaux, ont peut-être du mal à trouver des plateformes d'expression haute qu'artistique de leur patriotisme, de leur nationalisme, de leur volonté de voir
leur pays accéder à un autre statut qu'un statut de territoire assimilé ou colonisé ou départementalisé. Et on voit très bien que beaucoup de choses se passent maintenant sur les réseaux sociaux en termes politiques, en termes de communication, en termes d'idées, en termes de propositions. Mais il y a aussi le revers de la médaille des réseaux sociaux, c'est que beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux ne dépassent pas le cadre d'une simple mode. Voilà. Et reste à voir comment ces personnes et ces personnalités, parce qu'il y a un certain nombre de personnalités guadeloupéennes qui ont constitué ce mouvement, qui pour le moment est relativement discret, malgré une politique de communication vidéo très spectaculaire, je dirais même, sur les réseaux sociaux. Mais il y a des personnalités, et puis il y a des personnes, et il y a quand même un état d'esprit qui est globalement très positif et constructif autour de cette dynamique. Mais après, reste à voir le vrai cadre de fonctionnement, la vraie priorité ou l'objectif peut-être dont on n'a pas encore parlé ou qu'on n'a pas encore décelé, qui est peut-être régional, mais ça peut peut-être aller au-delà. Vous avez des fois, il y a un objectif, mais qui est dépassé par la dynamique. Donc, reste à voir comment cette dynamique-là va se poursuivre dans la construction, et c'est là où je trouve que c'est doublement intéressant, dans la construction d'une appropriation, d'une réappropriation et d'une, comment dirais-je, d'une resacralisation de l'idée de nation guadeloupéenne en l'adaptant au goût du jour. Voilà. Et j'ai un très bon collègue qui a été mon enseignant, mon professeur, qui est Éric Nabajot, qui est un très grand penseur guadeloupéen, et qui a coutume de dire « Ne confondons pas le nationalisme et le chauvinisme ». Et moi, j'ai espoir qu'on aille peut-être, parce que je m'intéresse à toutes les doctrines politiques, vers une construction d'une vraie doctrine politique, comme je l'espère pour d'autres doctrines, mais à partir du territoire de la Guadeloupe. Mais il ne faut pas effectivement être dans le piège des réseaux sociaux, de la communication et de la mode. Merci Didier Détouche, qu'on retrouve, je vous l'ai dit, en alternance avec Ozan Mounien tous les 15 jours ici pour décrypter un petit peu l'actualité politique et sociale et économique de la Guadeloupe. Et c'est une bonne chose dans le ZCL. Voilà, il est exactement 12h57, c'est l'heure de la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour le développement du journal et puis on va recevoir notre second invité, Jean-Philippe Pascal, rapporteur de mission d'expertise de l'audiovisuel guadeloupéen. C'est tout de suite. Restez branchés. Voilà, il n'est que 13h06, bon appétit, j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure. On va tout de suite, avant de parler d'informations, recevoir nos deux invités. Jean-Philippe Pascal, bonjour. Bonjour Danick. Merci d'être avec nous. On va parler tout à l'heure de cette mission d'expertise de l'audiovisuel guadeloupéen. Et puis Madame Lebrave, qu'on commence à connaître ici, c'est la deuxième fois dans le mois que vous venez, je crois, pour le GRITA. Et vous êtes venu proposer des formations pour le numérique, parce qu'on est en pleine période numérique en ce moment. C'est là. Bonjour Danick, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi en direct de C10 FM et de RHT, nos deux radios partenaires. Alors, depuis ce matin, dans la région bastilienne, dans le sud Bastère, effectivement, gros blocage. Nicolin, au lieu de déverser leurs ordures dans les voiries, sont venus déverser devant les mairies de vieux habitants, la mairie aussi de Gourbert. Pourquoi Gourbert? Parce que le maire de Gourbert est le troisième président, vice-président de la CSBT. La CSBT, vous le savez, est dans le rouge depuis des années. Et curieusement, je le disais tout à l'heure, à l'époque, Michel Chevry, à l'époque de Mme Panchard et autres Beaujean, il n'y a jamais eu de déversement d'ordures devant les mairies, ni de Capesterre, ni de Bastère. Et subitement, j'espérais peut-être qu'en 2 mois et demi de gouvernance, que M. Abelli allait pouvoir régler les problèmes. C'est vrai que Nicolin, la CSBT a une facture de 15 millions d'euros. Et je ne sais pas si la CSBT voit les moyens, même d'ici un an, pouvoir régler cette facture, sauf si le président de région, qui devait être bloqué ce matin en Bastère, fera un chèque. On saura ça tout à l'heure. En tout cas, on regarde le reportage d'Olivier Félix. La situation n'a pas beaucoup évolué en ce qui concerne l'avancement sur les solutions pour le conflit. Mais là, de toute façon, les salariés ont décidé d'arrêter toutes les réunions, d'arrêter le blablabla, d'arrêter toute cette gymnastique intellectuelle avec les responsables qui sont irresponsables. Donc ils ont décidé aujourd'hui de réclamer le fruit de leur travail. C'est-à-dire ils ont travaillé, ils demandent qu'une seule chose, à être payés
point très. On ne veut plus avoir de réunion, on ne veut plus avoir de consentement, on veut être payé. Ça sera ça. Et tant qu'on ne sera pas payé, on sera dans la rouge. Si vous avez constaté des déchets sur notre collectivité, c'est sûrement la population qui se rallie à notre cause. Donc, concernant les barrages, oui, nous avons barré des axes de Basse-Terre et de Goubert parce que nous estimons que l'État ne prend pas ses responsabilités. Ils ont des 8 décisions du tribunal administratif qui sont incapables de faire exécuter. Par contre, là, ils veulent nous dire qu'on est sur la voie publique, ils veulent envoyer les flics. Mais on les attend, on est tranquille, on les attend. Ce matin, j'avais un rendez-vous important au tribunal à 8h30. Je suis garée après l'usine de Bologne là-bas et j'ai tout fait à pied. Voilà. Et là, je ne suis pas encore rentrée chez moi parce que je vois que c'est encore bouché. Alors, est-ce que vous comprenez quand même la raison de la mobilisation? Oui, je comprends très bien, mais j'ai envie de dire c'est pas les usagers qu'il faut bloquer, quoi. Je sais pas qu'ils vident les poubelles devant chez les responsables, j'en sais rien, mais c'est pas les usagers, nous on n'y est pour rien, nous. Mais bon, j'espère qu'ils auront gain de cause, hein, parce que là, tous les gens qui n'ont pas pu y aller travailler, etc., qui n'ont pas pu honorer leur rendez-vous comme moi ce matin, ben, j'espère que ça va payer. Hein. Sinon, ça sert à rien. Alors, y aura-t-il des négociations? En tout cas, les salariés l'ont dit, ne souhaitent plus de négociations puisque le tribunal administratif s'était déjà prononcé sur cette affaire. Mais enfin, je le répète, la CSBT n'a peut-être pas les moyens en ce moment de pouvoir régler 15 millions. Deuxième problème social, la semaine dernière, il y a eu un blocage, mais c'était cette fois-ci du côté des Abîmes sur la Grande Voie. Et le secrétaire général de la CGTG a été convoqué ce week-end par les gendarmes à la gendarmerie de Pointe-à-Pitre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas déposé de préavis de grève. Et donc, comme on dit, les routes ayant été bloquées, les gendarmes ont simplement, pour eux, c'était une infraction. Et ils ont donc fait appel à monsieur le secrétaire général de la CGT. Je veux parler de Jean-Marie Nomertin. Il s'explique au micro de Michel Terrasse. Nous pas des terroristes, nous agissons à visage découvert, tout le monde est au courant de ça nous fait, et que la CGTG, donc à l'origine, à mobilisation là, envers les camarades grévistes, et à titre là, c'est encore revendiqué, on n'a pas qu'à battre derrière, on n'a pas qu'à faire donc des questions là ça, donc on peut assumer ça nous fait. Application des droits à l'eau, je ne peux pas demander plus que ça. Pour ça, ces messieurs qui ont profité de la situation sanitaire pour faire en sorte de casser toutes les velléités de contestation sociale. Convocation à Jean-Marie Nomertin aujourd'hui, là, ce n'est pas simplement convocation à la CGTG, mais nous avons considéré, nous, UGTG, que nous aussi nous convoquer et que l'ensemble des organisations syndicales Guadeloupe convoquer. Parce que l'objectif du gouvernement, là, avec le patronat, c'est casser les acquis sociaux, casser les contestations sociales, casser les syndicats et faire en sorte d'instaurer dans le pays là, ça en dictature. Et donc c'est pour ça, nous, là, pour la liberté de manifester, pour la liberté de revendiquer et la liberté de se battre pour ces revendications. Et ça, nous sommes toujours dedans. Et c'est pour ça, d'ores et déjà, avec les camarades de LKP, nous n'y ensemble, nous avons fait les mercredis 21 octobre, et avec l'ensemble des organisations syndicales Guadeloupe, nous n'y avons caravane que nous avons organisé le 24 octobre qui va venir, bien évidemment, avec toutes les restrictions, tous les gestes barrières et les distanciations sociales, pour nous dire non à cette situation de mépris là que nous vivons dans là. Parce que ces messieurs, c'est eux qui organisent et catastrophe sanitaire en Guadeloupe qui fait que nous dans l'état là ça et yo besoin priver nous de toute liberté, toute contestation pour continuer à faire en sorte de soumettre nous. Et là nous avons dit non. Il convoqué moi pour 2 chefs d'accusation. Premier là, c'est des fonds manifestations qui pas été déclarés et deuxième là, c'est d'empêcher voiture circuler assis la voie publique. Donc au niveau à Fonsarail suite à barrage qu'elle nous fait le 13 octobre au matin. Donc nous avons dit pourquoi nous faisons. Nous frapper à toutes les portes pour ne pas répondre. 38 jours de grève. Au long direction Kanaougué nous. 38 jours de grève. Où la préfère qui a délivré des réquisitions. Et 38 jours de grève où la des cas avérés de Covid parmi le personnel qui travaille à Anti-Sûreté et Guadeloupe. Il faut nous mettre en frein à ça. Et quand nous tentons, s'ils ont à Guadeloupe première, Lubin, directeur de centre de profit, a déclaré au nom de AEG que ça fait longtemps que vous voyez on demande pour inspecter là pour attendre et le lieu de négociation. Or, inspecteur là, qui a répondu
c'est à 21h37 le soir là du 13 octobre, donc en mai de Pentecôte, que c'est la première fois effectivement que la direction a donc convoqué et donc et à ce moment là ça il a fait comprendre très bien qu'ils sont mentés. Donc il a mettre en porte-à-faux inspecteur là alors qu'ils menti réellement depuis le départ. Donc au moins la vérité éclatée. Il a aussi dénoncé en fraude au chômage partiel de part à l'entreprise ASG. Nous avons bien dit en fraude au chômage partiel. Donc si c'est des points là ça, nous péquons des mots. Visiblement, la situation sociale est en train de se tendre puisque ce mercredi, il y aura une conférence de presse avec l'ensemble des organisations syndicales aux abîmes. Et suite à cette manifestation de samedi et de cette conférence de presse, il se pourrait même, je ne dis pas qu'il y aura un nouvel LKP, mais enfin, quelque chose de ce genre-là est en train de se préparer. On va quitter le domaine social, on revient à un domaine un petit peu plus particulier qui nous concerne, le journalisme, l'audiovisuel, les médias. Jean-Philippe Pascal a été chargé de missions d'expertise sur l'audiovisuel et sur les médias d'une manière générale. Jean-Philippe Pascal, comment vous êtes pris pour faire ce rapport? Vous savez qu'il est très contesté. Oui, mais on en parlera. Oui. Heureusement qu'il suscite des réactions. Oui. C'est une demande du président de la région Guadeloupe, M. Harry Chalus, qui a estimé lors d'une réunion avec l'ensemble des acteurs du secteur économique, des partenaires sociaux, mais également de la société civile, qu'il fallait se pencher sur tous les secteurs de l'activité qui ont souffert de la crise sanitaire. Et donc, la presse, qui est un acteur important du développement économique et du développement de cette société guadeloupéenne. C'est un peu comme des TPE, des très petites entreprises, et donc elles ont particulièrement souffert également de cette crise. Imaginez que pendant toute cette période de confinement, il n'y a pas eu de rentrée de recettes publicitaires, 80% pratiquement de chiffre d'affaires en moins pour les radios, les télévisions qui fonctionnent essentiellement avec ces recettes publicitaires, puisque les annonceurs étaient à l'arrêt, les entreprises étaient à l'arrêt pendant cette période, et donc c'est un manque à gagner réel, alors que pendant cette période de confinement, les médias, que ce soit la radio, la télévision, les sites d'information numérique, d'information presse écrite, ont continué à travailler pour informer les Guadeloupéens sur cette crise. On en sait quelque chose ici. J'imagine. Oui. Donc, vous avez participé justement à l'explication, à l'information, à dédramatiser, à rassurer, et à créer du lien social et jouer votre rôle d'utilité sociale pendant ces périodes. Donc, avec tout de même des charges qu'il fallait supporter, des salaires qu'il fallait payer. Donc le président est parti du constat qu'il fallait mettre en place un certain nombre de mesures d'urgence pour accompagner justement tous ces médias, la presse en général, et donc il m'a demandé de réfléchir en voyant les principaux acteurs de la filière, de voir un peu quelles étaient les mesures d'urgence qu'on pouvait mettre. Donc ce sont bien des mesures d'urgence liées à la conjoncture. Oui. Il y a aussi... Et c'est un rapport d'urgence alors? Et c'est un rapport d'urgence, c'est-à-dire qu'il a été fait dans un délai... Parce que beaucoup de médias se plaignent, vous le savez. Il a été fait dans un délai contraint. Combien de semaines vous avez fait ça? En 2 mois. 2 mois? Donc il a fallu... C'était pas suffisant? Pas suffisant, mais n'oublions pas l'objectif. Oui. C'est d'abord pour répondre à l'urgence. Oui. C'est pas un rapport, c'est pas un audit sur la presse en Guadeloupe. C'est pas un audit. C'est un rapport simplement pour dégager des pistes de solutions pour venir en aide rapidement à cette presse qui a souffert. Vous êtes en train de me dire, Jean-Philippe, que vous avez pu faire ce rapport sans voir personne finalement? Pas du tout. Il a fallu quand même que je m'imprègne parce qu'il est vrai que je suis parti pendant un certain temps de la Guadeloupe, donc il a fallu que je connaisse un petit peu le fonctionnement des médias privés en particulier. Je connais bien le modèle économique du service public, puisque j'ai fait toute ma carrière dans le service public. Oui. En revanche, j'avais déjà une idée, mais je me suis rendu compte réellement de la situation et du modèle économique qui est mis en place dans le cadre de ces différents secteurs publics. Jean-Philippe, qu'il faudrait un vrai audit sur la presse et sur les médias guadeloupéens aujourd'hui? Voilà, et c'est la raison pour laquelle, vous le ferez. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon rapport, je préconise la mise en place des états généraux ou du symposium ou d'une rencontre des médias en Guadeloupe pour que l'on dégage à la fois quelle presse pour la Guadeloupe aujourd'hui, quel est le rôle de la presse en Guadeloupe dans le cadre de l'évolution peut-être statutaire, l'émancipation du pays, le développement économique. Ensuite, on va regarder aussi les contenus. C'est important de savoir
qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on propose au public en général. Souvent, les médias, et moi je prends ma part de responsabilité aussi, on dégage, on construit des grilles de programmes, des grilles d'information, et peut-être quelquefois on est à côté de la plaque. Donc je propose que cette fois-ci, la réflexion se fasse avec les professionnels du secteur, bien évidemment, mais en associant aussi les acteurs de la société civile pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils attendent de la presse guadeloupéenne aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je propose cette grande rencontre où l'on entendra tout le monde. On va peut-être construire à travers des ateliers des documents qui seront la base et le fondement même de la réflexion plus globale sur les médias. Parce que j'ai des confrères qui n'étaient pas contents, Progrès Social n'est pas content, France Entière n'est pas content, moi-même je ne suis pas content. Bon. Oui, mais qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend des aides d'urgence ? C'est d'abord qu'on vous aide financièrement. Bon, alors l'aide financière, parlons-en. Qu'est-ce que ça va être ? Alors, ça va être simplement, j'ai préconisé pour chaque secteur d'activité, que ce soit pour les radios, associatives, commerciales, les télévisions privées, pour les sites Internet d'information comme Caraïbes Creole News, pour la presse écrite également, un certain montant d'aide exceptionnelle pour compenser en partie, en totalité, les 3 mois de confinement où vous n'avez eu aucune recette. Oui. Et là, je travaille donc avec les services de la région pour qu'à la fin du mois... Vous continuez le travail. J'accompagne bénévolement. Oui. Je le fais bénévolement. Pourquoi bénévolement ? J'ai vu beaucoup de choses dans la presse disant que j'avais touché des sommes faramineuses, on a 90 000 euros, d'autres 50 000. Je n'ai pas touché 1 euro pour ce rapport. Vous avez fait ça bénévolement ? Absolument. Oui. Pour la Guadeloupe, parce que je suis aujourd'hui à la retraite. Oui. Depuis pas besoin de ça. C'est pas que j'ai pas besoin de ça. Quand on est à la retraite, on touche encore pas grand-chose, et vous le savez. Mais simplement parce que j'ai senti qu'il fallait que je sois utile quelque part à mon pays. Oui. Et donc en revenant ici, alors après, si les choses prêtent une autre forme, on va formaliser peut-être les choses autrement, mais pour l'instant, c'est un rapport, il faut le noter, fait bénévolement et je ne le regrette pas. Bon, alors, est-ce que aujourd'hui, parce qu'on m'a aussi posé la question, qu'on a su que je vais aller vous recevoir, est-ce que ce n'est pas une opération de communication et politique ? Parce qu'on est à la veille des régionales, le président de région, je sais qu'il a lancé un plan de relance pour un certain nombre d'entreprises. J'avais pas compris qu'il y avait les entreprises de presse étaient concernées. Alors, est-ce qu'il n'y a pas derrière ça un petit volet politique ? Alors peut-être, on est à quelques mois des élections régionales et départementales, mais très clairement, ces mesures qui ont été préconisées s'inscrivent précisément dans ce plan de relance de l'activité économique porté et initié par la région Guadeloupe. Et le président estime que la presse, ce sont des entreprises comme les autres, qui ont besoin d'être accompagnés. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une mise sous tutelle, non. Mise sous tutelle de la région. Certains l'ont vu comme ça. Moi, je dis simplement, ce sont des aides exceptionnelles qui seront versées une fois et après on verra comment on peut pérenniser peut-être ce modèle. J'ai proposé par exemple la création d'un fonds de soutien à la presse en Guadeloupe, un fonds régional. Un FSR qui existe déjà pour les radios associatives, financé par le ministère de la Culture. Aujourd'hui, je souhaite en tout cas que ce soit un fonds régional, donc il y aura une certaine somme qui sera votée chaque année dans le budget de la région pour accompagner tout en gardant l'indépendance de la presse vis-à-vis des collectivités locales. Il n'est pas question de mettre sous tutelle ou de rattacher la presse à la collectivité régionale ou à la collectivité départementale. Vous savez que des journaux comme Le Monde, Libération, L'Humanité par exemple bénéficient en France de soutien réel de la nation française, de l'État. Oui, de l'État. Ces fonds-là, ils ne nous concernent pas ? Alors pour l'instant, c'est étendu uniquement aux radios. Oui. Ce sont des fonds qui viennent du ministère de la Culture qui aident les radios associatives en particulier. Ouais. Et donc, il y a un travail peut-être des parlementaires à faire, d'étendre ce fonds aux télévisions, aux radios privées locales. Donc adaptons un peu la législation, puisque ça c'est quand même réglementaire et législatif, mais adaptons peut-être par le soutien des parlementaires ultramarins cette législation pour que l'on puisse bénéficier outre-mer de ces mesures. Mais en attendant, puisqu'on parle beaucoup de souveraineté, d'autonomie, etc., je préconise justement qu'il y ait un fonds régional qu'on décide nous-mêmes sur définir les critères d'attribution. Qui soit l'arbitre ? La région, mais sur des critères définis. Le fonds d'aide du ministère de la Culture a un certain nombre de critères bien définis. Et les radios associatives et commerciales respectent ces critères. Et donc moins de 5% de la pub pour ces radios. Oui, mais elles touchent quand même cette aide exceptionnelle chaque année. Donc il suffit qu'on définisse très clairement, et c'est le travail d'ailleurs des États généraux que je propose, on abordera tous ces problèmes, et notamment la filière de production. La filière de production est en grande souffrance aussi ici. Alors, j'ai envie de vous poser la question, puisque vous êtes un professionnel de la presse,
presse des médias. Vous avez été directeur ici, en Kanaki, je crois, à La Réunion aussi, je crois. Vous êtes passé en Martinique. En Martinique, j'étais directeur également en Polynésie, et j'ai terminé en Nouvelle-Calédonie, où j'ai assisté notamment au premier référendum d'autodétermination qui était extrêmement excitant. Quel est le regard que le professionnel que vous êtes, en dehors de ce rapport, vous portez sur l'état des médias en Guadeloupe en ce moment? Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage de se réunir et se dire quel contenu on veut pour quel public. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, avoir le courage aussi de se dire que le virage numérique qui a été amorcé il y a quelques années par certains, il faut l'accélérer. Aujourd'hui, les gens ont changé leur mode de consommation. Les habitudes, c'est plus d'aller ouvrir le journal, la presse écrite, ou en tout cas de moins en moins. On perd du lectorat. Les radios, les télévisions linéaires ont perdu un peu d'audience. Il faut aller vers les supports numériques. Je pense que la transition est excellemment faite avec votre autre invité. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est sur le modèle économique. Mais est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'au niveau des contenus, les télévisions qui existent privées ici soient plutôt complémentaires et ne fassent pas la même chose, c'est-à-dire qu'une pourrait faire de l'info, l'autre du divertissement et l'autre de la... Mais tout ça, ça veut dire qu'il faut thématiser les télévisions. Pourquoi pas, pour qu'il y ait une vraie complémentarité pour nos publics, pas leur proposer la même chose. À quoi ça sert de faire, par exemple, la pâle copie de France 2, et même pour le service public aussi, proposer une approche éditoriale différente. Et le modèle économique, c'est définir donc une somme qui serait donc allouée à ces radios, ces télévisions, ces sites numériques, etc. chaque année, avec des critères bien définis pour qui est sur un contrat d'objectifs et de moyens, par exemple sur 3 ans, qu'on sanctuarise ce budget et qu'on sait qu'on a une vraie visibilité sur 3 ans, quelles que soient les majorités politiques qui arrivent. Alors, quel va être votre agenda aujourd'hui, puisque vous avez fait ce rapport, on va l'oublier, disons, ça a été une base de départ. Quel va être l'agenda des semaines et des mois qui viennent? Moi, ce que je souhaite, et ça tout dépend de la collectivité régionale, si elle continue donc à me faire confiance, c'est déjà de suivre un peu les aides exceptionnelles que j'ai préconisées pour qu'elles soient réellement versées aux différents acteurs de la presse. Et ça, j'y tiens. Mais ça sera ma première étape. Après, si on veut continuer pour que je prépare, notamment avec vous tous, les états généraux des médias en Guadeloupe, je le ferai sous une autre forme, bien évidemment, mais je le ferai également en tant qu'expert. Mais je ne suis pas le seul expert. Il y a beaucoup de gens qui aussi ont beaucoup d'idées pour... Donc ces états généraux sont nécessaires pour... Moi, je pense qu'il faut le faire avant la fin de l'année. Si ce n'est pas fait avant la fin de l'année, il faut le faire après les élections. Oui. Bien. Voilà, écoutez, Jean-Philippe, merci d'être venu nous dire tout ça. Alors, c'est une première étape. Oui, première étape. Et pas un rapport exhaustif et pas un audit. On suivra les étapes et avec vous. Et vous aurez peut-être l'occasion de revenir ici. Parce que, juste un dernier mot, cette agence de presse, vous y croyez vraiment, une agence de presse régionale avec du contenu donné pour moi, c'est un peu l'équivalent de l'agence France Presse, version guadeloupéenne et caribéenne. Ce ne soit pas l'agence TAS, non? Non. Mais commençons déjà avec des signatures comme vous, d'autres noms du journalisme guadeloupéen qui ont fait leurs preuves et lançons un peu cette idée-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui sont diplômés aujourd'hui, qui ont des diplômes de journalistes et qui pourraient venir travailler dans cette agence. On vous remercie. Il est 13h26. On prend la deuxième pause et on retrouve tout à l'heure Madame Lebrave avec elle. On va parler encore du numérique puisqu'elle est venue pour cela. Et après, on va terminer le journal. Mais avant, on aura encore à parler du numérique puisque nous avons une chronique autour de la com avec Karine Coquet. C'est tout de suite après la pub. On y va. Voilà, 13h32, je vous l'ai dit, on va recevoir Madame Laetitia Lebrave, qui est la directrice opérationnelle du Greta Guadeloupe. Pourquoi? Jean-Philippe Pascal l'a dit tout à l'heure, on va parler de numérique, puisque nous sommes pratiquement en pleine semaine numérique. Outre le Greta, il y a une autre structure, le Guadeloupe Formation, on ne va pas en parler aujourd'hui, qui lance aussi son opération sur le numérique. Alors, Madame Lebrave, comment ça va s'organiser, ce que vous proposez, concrètement? Concrètement, parce que les gens qui regardent, ils ont besoin de renseignements techniques et complets. Alors, c'est une semaine qui s'organise autour des métiers du numérique à distance. Donc, pour cela, il faut s'inscrire à nos réunions d'information collective à distance. Donc, je donne l'adresse, c'est pol.in, tout en minuscule. Pol, P-O-L-E, .in. @gretaguadeloupe.fr. Donc on peut s'inscrire via cette adresse pour participer aux réunions qui ont lieu. Donc demain, c'est pour le métier de développeur et puis vendredi, c'est pour le métier de designer web.
Mais alors, quelles sont les, j'ai envie de dire, les conditions pour être inscrit? Il faut avoir un âge, il faut avoir un diplôme, il faut avoir quoi exactement? Non, alors pour l'instant, les réunions d'Infocol servent surtout à donner de l'information sur les métiers qui recrutent, les métiers émergents et sur la formation. Après, en fonction du profil du public, voilà, on va trouver les solutions, soit de l'alternance avec de l'apprentissage ou du contrat de pro, soit de la formation plus classique. Oui. Donc, toute personne aujourd'hui qui est intéressée par ces formations, dans un premier temps, peut déjà faire paul.ing@greta.fr. Ensuite, alors, deuxième étape. Une fois que passée la période d'information. Bien, la deuxième étape, c'est qu'à ce moment-là, on accompagne les candidats. Donc, on a la partie, ce qu'on appelle le recrutement. Donc, on fait des tests de positionnement, savoir quel est le niveau. Et après, en fonction de son profil, on va accompagner sur la recherche de financement. Donc, soit c'est de l'alternance. Et donc, à ce moment-là, on accompagne sur la recherche d'entreprise. Soit c'est du dispositif plus classique. Et à ce moment-là, on accompagne sur la recherche de financement. Mais vous avez donc deux publics, le public des demandeurs et le public des entreprises. Alors, la formation, elle est ouverte à la fois aux salariés, aux alternants et aux demandeurs d'emploi. Oui. Tout à fait. Alors, en ce qui concerne le numérique, maintenant, ça veut dire qu'au niveau du Greta, on a basculé pratiquement la Guadeloupe dans le numérique. Alors, c'est pas qu'au niveau du Greta, c'est vrai que... c'est la tendance générale. C'est ça, c'est la tendance générale. Alors, j'ai envie de dire que déjà depuis 2015, donc, en fait, nos formations sont labellisées Grande École du numérique, puisque l'événement s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle OpenGen, qui est donc OpenGen Tour, la Grande École du numérique, qui est une structure nationale qui a été créée en 2015 pour répondre justement aux besoins des entreprises qui ont du mal à recruter des personnes formées dans le cadre du numérique. Et puis ça s'est accéléré avec la crise qu'on connaît en ce moment, avec des métiers en tension. Et puis l'Observatoire a montré que d'ici 2030, en fait, on a 80% de métiers qui sont encore inconnus à ce jour. Donc vraiment, on est dans une transition numérique et il nous faut accompagner cette transition et il nous faut donc former. Alors, ce qu'on n'oublie pas, c'est que l'objectif du Greta, c'est de former pour insérer. Donc c'est pour ça que c'est vrai que la voie de l'alternance est privilégiée parce qu'un alternant, ça lui permet d'être formé en entreprise et ça lui permet d'avoir plus de chances aussi d'insertion. Alors, le Greta est spécialisé dans la formation. J'imagine que vous avez les meilleurs formateurs du monde pour cette transition numérique. Alors, nos équipes de formateurs sont composées effectivement donc, de formateurs qui vont intervenir sur les enseignements un peu plus généraux, mais aussi de professionnels, donc qui connaissent le métier et qui sont sur le terrain. Alors, le cas de, par exemple, moi, Jean-Paul s'inscrit, vous lui trouvez une entreprise, il veut être développeur. Combien de semaines, combien de mois sa formation? Est-ce qu'il y a une durée, il y a un paramètre particulier? Alors en fait, ça dépend de chaque formation. Ce sont des formations qui se déroulent en général entre 1 an et 18 mois. Quand même. Oui, ce sont des formations longues. Oui. Elles sont diplômantes. Diplômantes. Oui, tout à fait. Elles permettent d'acquérir le métier, mais aussi le savoir-faire, le savoir-être et d'avoir un diplôme. Donc toutes ces formations labellisées sont de niveau Bac+2. Oui. Alors, j'ai introduit ça tout à l'heure. Guadeloupe Formation fait à peu près la même chose. C'est une décision prise d'une manière unanime aujourd'hui. La Guadeloupe bascule dans le numérique? Non, alors c'est que chaque organisme de formation peut demander le label auprès de l'instance Grande École du numérique pour labelliser ses formations. Et donc, Guadeloupe Formation a fait la même chose, comme d'autres centres de formation sont aussi labellisés. Oui, et donc là, ce qui va se passer, c'est à partir... Entre quelle date? À partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi 23, on a nos réunions d'information collective auxquelles tout le monde peut s'inscrire s'il est intéressé par les métiers du numérique. Il y a un webinaire qui est prévu? Alors, justement, c'est ça. En fait, on a nos trois réunions à distance qui se déroulent sous la forme d'un webinaire. Bien. Alors, on rappelle donc le site, c'est le pole.in. Oui. @in. Ou bien greta.fr. gretaguadeloupe.fr. Oui. Je donne un numéro de téléphone. Allez-y, c'est 05 90 83 43 28. 83 43 28 jusqu'à vendredi. C'est cela. Après vendredi, c'est mort. Après vendredi, on peut toujours appeler, s'inscrire, on aura toujours les informations. Ah, quand même? Bien sûr. Bon, écoutez, on vous remercie d'être venu et puis... Merci de m'avoir reçu. C'est pas la dernière fois. J'espère. Oui. C'est toujours un plaisir. Il est 13h37. Avant de passer à la chronique autour de la com, on va faire un petit tour du côté des abîmes. Il y avait une opération de nettoyage. Vianney Valverde était là. Reportage tout de suite. Nous lançons aujourd'hui une vaste opération de valorisation des atouts de la ruralité de notre ville.
Ce projet fait partie du programme de l'actuelle mandature. Donc, dans ce cadre, nous rencontrons régulièrement les forces vives des quartiers ruraux notamment. Et il faut savoir que l'initiative part justement des habitants de Bouliki. Et nous, au niveau de la ville, on leur propose le programme que nous avons bâti de manière à co-construire justement les projets qu'ils envisagent. Le but de cette action, c'est améliorer le cadre de vie du quartier. Alors, en fait, des habitants plutôt, parce qu'on est dans un secteur rural, effectivement. Dans des secteurs comme ça, on n'est pas forcément tout le temps, comment je dis ça encore, le cadre de vie n'est pas toujours bien pris en compte. Donc, nous, les habitants aujourd'hui, on a décidé effectivement de se mettre en avant et de demander à des élus qui justement ont joué le jeu, qui sont là avec nous aujourd'hui pour nous aider à améliorer notre cadre de vie. Aujourd'hui, c'est la perfection, la finition de ce quartier avec l'embellissement, la plantation de plantes, mais pas seulement de plantes d'ornement, de plantes aussi médicinales. Et nous planterons de manière symbolique un corosolier pour montrer que la vie, c'est le cadre de vie, c'est vrai, mais c'est aussi la perpétuation de l'environnement pour permettre aux habitants d'être dans un cadre agréable, mais un cadre qui fait bon vivre, où ils peuvent se nourrir, se soigner, notamment par ce temps de Covid-19. Nous essayons justement de faire des relais de 5 personnes par groupe sur la voie publique. Donc on respecte strictement les prérogatives qui ont été mises en place dans le cadre des restrictions sanitaires. Dans cette première opération, nous allons poursuivre, continuer dans d'autres quartiers, de manière à ce que dans tous les quartiers, notamment les secteurs ruraux, parce que c'est vrai que l'action a beaucoup été portée au niveau de la zone urbaine, et aujourd'hui, d'ailleurs, Éric Jalton l'a dit, cette mandature sera consacrée davantage au développement de la ruralité. Ruralité, environnement, embellissement. Voilà, une campagne originale et j'espère que d'autres collectivités feront comme Éric Jalton, une campagne plus belle. Alors, il est exactement 13h déjà et presque 40 minutes. Générique de l'émission, de la chronique de Karine. Mais Karine, on vous salue, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Danick. Ça va? Ça va, merci. C'est parti pour le générique. Voilà, c'est autour de la com. Oui, c'est ça. En 2 mots. Hein. Voilà, en 2 mots. Alors, le sujet du jour, c'est les multiples façons de communiquer sur service. Mais Karine, comme chaque jour, je vais vous demander de vous présenter quand même. Exactement. Voilà. Donc, je suis communicante ou professionnelle des publics avec des compétences en graphisme, en conception de sites internet et en animation de communauté en ligne ou community management. Alors, Karine, la communication, c'est tout de même quelque chose de très simple, non ? C'est une des premières choses qu'on apprend, parce qu'un enfant, quand il est né, il faut qu'il apprenne à communiquer avec ses parents déjà, parler, etc. etc. Et donc, si par exemple quelqu'un décide de vendre, je sais pas moi, des acras ou des bouquets, d'ouvrir une boutique d'un lieu passant, est-ce qu'il a besoin uniquement de flyers pour communiquer? Comment ça se passe automatiquement? Ça ira tout seul? Eh bien, normalement, je vais vous sortir une citation, d'accord, de Bernard Weber, un écrivain français, que je trouve qui illustre très bien ma pensée là-dessus. Je vais la lire parce qu'elle est très complexe, je ne suis pas sûre de la retenir. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 10 façons de communiquer, mais essayons quand même. Donc, autant dire que la communication, ce n'est pas quelque chose de si simple que cela, malgré le fait que ce soit l'une des premières choses que l'on apprenne en fait.
fait. Donc, on parle même de communication 5D pour parler de l'aspect énergétique de la communication. Donc, la communication, si vous voulez, elle utilise toujours des stratégies. Alors, autant, selon moi, maîtriser ces stratégies plutôt que de les subir. Alors, ça veut dire que si, par exemple, je parlais d'Accra, de Boukit, etc., ou de Sinobol, je veux vendre mon produit sur un produit basique, je suis obligé nécessairement d'avoir une stratégie de com pour ça? Eh bien, comme je viens de le dire, la stratégie en tant qu'analyste, hein, moi, c'est mon regard d'analyste, la stratégie, elle est là. Bon, certains diront que pour qu'il y ait une stratégie, il faut qu'il y ait un travail en amont. Mais celui qui va regarder, selon l'œil de l'observateur, il y aura toujours une stratégie, qu'elle soit maîtrisée ou non. Et pour moi, donc, du coup, il vaut mieux travailler en amont sur la manière dont on va vendre ses produits et services plutôt que de subir cette stratégie qui, finalement, ne nous rapportera pas les résultats escomptés. Oui. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il faut savoir? Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour bien communiquer et pour choisir la manière, surtout dont on va communiquer et vendre ses produits, services ou faire passer son message, ce qu'il faut connaître et comprendre, c'est qu'il y a une vision à avoir. Donc, connaître la vision qu'on a à travers son projet, que ce soit... bon, là, tout à l'heure, on va détailler ce que représente précisément la vision. Il faut avoir la vision, il faut connaître sa cible, d'accord, avoir une bonne connaissance et maîtrise de sa cible. Il faut connaître également les supports et les canaux qui sont à notre disposition pour travailler. Et il faut également savoir par quels moyens diffuser ces supports ou quels moyens utiliser pour communiquer ou diffuser son message. Il y a quatre paramètres. Hein? Voilà, exactement. Voilà. Alors, justement, parlons un peu de la vision. Voilà, en fait, la vision, c'est la manière dont on va transformer la vie de sa cible. Il faut savoir que tout projet, sous peu qu'il soit innovant, mais même lorsqu'il ne l'est pas tant que ça, il apporte un changement dans la vie de sa cible, de son utilisateur. D'accord? Donc, il est souhaitable que le porteur de projet ou que l'entrepreneur ait une vision claire, justement, ait une vision claire de cette vision et puisse mettre des mots sur ce qu'il apporte et ce qu'il transforme dans la vie de son utilisateur. Alors, l'autre critère, c'est la cible. Voilà, la cible. Pour bien comprendre et bien connaître sa cible, il faut définir et créer des personas. Les personas, donc ce qu'on appelle des personas en communication, c'est le profil de sa cible, un profil type, un profil idéal que l'on va établir selon les points qui s'affichent à l'écran, donc des informations personnelles qu'on va lister concernant sa cible, enfin le profil type, bien sûr, ses motivations, ses buts, ses frustrations, son pouvoir d'achat et autres informations utiles qui nous permettront en fait de bien comprendre son fonctionnement et la manière dont on va communiquer avec... Mais ça inclut une véritable étude de marché. Oui, évidemment. On parle même de plan de communication, de l'établissement d'un plan de communication. Tout le monde ne le fait pas, mais en le faisant en amont, cela permet d'éviter justement de se retrouver sur le marché avec un produit qui ne se vend pas, comme j'ai eu. Mais qui n'est pas adapté au public, quoi, c'est ça? Non, pas forcément. Pas qu'il ne soit pas adapté, tout simplement qu'on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à toucher sa cible alors que le produit il est excellent. Je vais juste vous donner un exemple très précis. J'ai un entrepreneur qui m'a contacté un jour concernant des jeux qu'il a créés, des jeux ludiques mais aussi éducatifs, qu'il n'arrivait pas à vendre alors qu'il y a un public pour cela. Et en quelques mots, je lui ai posé certaines questions en fait, et je me suis rendu compte qu'il ne s'était jamais posé ces questions-là avant de lancer son produit. Donc, il n'a pas contacté les personnes sources et les personnes influentes pour pouvoir diffuser son produit. Il n'a pas été dans les événements où il pouvait y avoir un besoin. Présenter son produit aussi. Voilà, présenter son produit, puisqu'il y a déjà un besoin latent. Donc, si vous voulez, c'est normal qu'il ne touche pas sa cible, alors que sa cible, elle est là, elle est présente, elle est latente. Alors, mais je vais prendre à l'envers, Karim. Ça veut dire que
que si j'ai un mauvais produit, j'applique toutes les méthodes dont vous parlez, je peux vraiment vendre n'importe quoi vers le public en appliquant les paramètres qui sont prévus, la vision, connaissance de la cible, les moyens, etc. Dani, qu'est-ce que vous appelez un mauvais produit? Il y a des mauvais produits, il y a des mauvaises robes, il y a des mauvais portables à 2 euros. Alors à ce moment-là, la communication, on va dire le feedback, va se charger de la réputation de ce produit-là. Je voudrais l'entendre. Voilà, mais si le travail il est fait en amont, normalement, vous allez toucher votre cible. Quand même. Il est possible que plein de gens achètent le produit avant de se rendre compte qu'il est merdique. Bon, alors, quels sont les supports et canaux qu'on peut utiliser pour une bonne com? Alors, il y en a énormément. Il y a les supports classiques papier, donc on va commencer du... De moins en moins quand même. Non, pas de moins en moins. On vient d'entendre une dame dire que le numérique est en train de prendre le pas. Oui, mais c'est pas parce que le numérique prend le pas que les supports papier... Les supports papier ne sont pas du tout abandonnés. Il y a un rapport très sensible au papier encore qui est très présent. Les imprimeurs continuent à ouvrir, continuent à fonctionner et ça continue à marcher. On est donné dans nos boîtes aux lettres. Voilà. Bon, après, bien sûr, ça nous ramène toujours à la stratégie. Il y a une manière, par exemple, de distribuer ces flyers, une manière d'imprimer maintenant de manière plus intelligente et plus écologique, mais le papier est toujours utilisé. Alors, quels sont ces supports? Ces supports, on parle de la carte de visite, on parle du flyer, des affiches, on parle des dépliants et des brochures, on parle des magazines, on parle de livres. Il y a les supports numériques, à savoir les cartes aussi et les documents. Il y a aussi les canaux de communication, ce que j'appelle canaux de communication. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, pages et comptes sur les réseaux sociaux, mais aussi site internet. Et il y a aussi des supports qu'on va créer. Donc, là, j'entends par là des solutions logicielles ou alors des applications web, tout simplement. Alors, quels sont les moyens qu'on peut utiliser, qu'on peut créer pour justement une bonne communication? Donc, par moyen, ce que moi j'entends par moyen, ça va être des événements, ça va être justement l'utilisation... Alors, avec le Covid en ce moment, il n'y a pas trop d'événements. Oui, il y a des événements numériques, il y a toujours des événements. On parle toujours numériques. Voilà, mais ce sont toujours des événements. Donc, on parle aussi d'événements de concerts numériques, voilà. Et il y a aussi le fait d'utiliser, par exemple, la notoriété d'un personnage influent pour pouvoir mettre en avant son produit ou diffuser un message. Il y a moult moyens, donc de... Il y a les promotions. Voilà, il y a les promotions. En fait, toutes les méthodes et toutes les stratégies possibles pour toucher sa cible vont être les moyens. Voilà. Alors, mais il n'y a pas un moyen, il y a plusieurs moyens en fait. Oui, bien sûr, il y a plusieurs moyens et bien sûr, ce sera en fonction du support. Oui. Je veux dire, par exemple... si j'ai besoin de diffuser mon flyer, j'aurai... il y a 2 moyens classiques. Une jolie fille sur le flyer, par exemple? Tadic. Il y a 2 moyens. Non, pas en moyen, j'entends vraiment le processus de diffusion. D'accord. Le moyen, voilà, c'est vraiment le processus de diffusion. Donc, pour un flyer, j'aurai soit une diffusion en rond-point, ce qui est de plus en plus interdit, soit la diffusion sur point de vente, sur point de vente. Ou dans les boîtes postales. Voilà, dans les boîtes postales, exactement. Voilà. Alors, avec tout ça, qu'on a la vision, qu'on a les moyens, qu'on a les canaux, etc., on fait un plan de communication. Oui, exactement. Avec tout ça, maintenant, on peut, centraliser et réussir, de par sa vision, ça va toujours être le fil directeur. Grâce à la vision, on va décider quel support qu'on va choisir pour pouvoir communiquer sur son produit, son service ou diffuser son message et ensuite adapter ce support du coup à sa cible et choisir les canaux de communication et les supports qui seront plus à même de toucher ces personas, ces fameux personas. Alors, je prends un exemple concret. Si je veux lancer une application pour le ZCL News, est-ce que ça peut fonctionner? Oui, bien sûr, ça peut fonctionner parce que déjà, tu as la télé. Tu as la télé qui est déjà bien connue. Donc, forcément, il y a déjà un public. Okay? Donc, ce public, tu seras beaucoup plus à même à le définir
soit en faisant un sondage, par exemple, voilà, ou alors tu peux l'élargir, puisque ceux qui regardent la télé ne sont pas les mêmes qui vont utiliser l'application ZCL. Voilà. Donc autant utiliser, j'ai envie de dire, des techniques innovantes pour des produits innovants. D'accord. Bien. Je crois qu'on a tout vu sur cette question de la communication. Mais alors, à quel moment le professionnel de communication que tu es intervient? Lorsque le client se retrouve justement face à la difficulté d'aller plus loin, parce qu'il aura tous ces éléments, mais n'aura pas forcément la maîtrise de tous ces éléments. Aujourd'hui, je vous ai donné des bases, des clés pour pouvoir comprendre le fonctionnement. Mais il est préférable, lorsque l'on veut se projeter dans un projet à long terme, même à moyen terme, dans un projet qui réussit, de s'entourer de professionnels qui maîtrisent chacune de ces questions. Et Karine, c'est une professionnelle. Voilà, il est 13h53. Je rappelle qu'on a reçu en début du ZCL notre décrypteur de l'information d'Île et Touche l'universitaire. Avec lui, on a parlé de la pandémie, du couvre-feu, du tourisme, de l'action publique, de Chalus et de Célin, et aussi de l'ANG. On a reçu ensuite Jean-Philippe Pascal. Jean-Philippe Pascal, c'est l'auteur d'un rapport sur les médias et sur l'audiovisuel. Il s'est expliqué, il a dit que notamment, premièrement, il avait fait ça de façon bénévole et qu'il y aura une suite, qu'un certain nombre d'entreprises journalistiques et de médias vont être énumérés, vont avoir un petit peu d'argent. Et il a parlé surtout de ce forum de la presse ou des états généraux de la presse et des médias. On a reçu aussi Madame Laetitia Lebrave, qui est la directrice opérationnelle du GRITA, avec elle on a parlé de la semaine qui commence aujourd'hui et qui se termine vendredi. Et je rappelle le numéro, si vous êtes intéressé par une formation au niveau du GRITA, en termes de développeurs ou de techniciens ou de designers, paul.in.greta.fr. C'est jusqu'à vendredi pour les inscrire, mais au-delà, on peut y aller. Au téléphone, il y a le 0590 83 43 28. Et puis, on vient de recevoir Karine Coquin, comme tous les 15 jours, avec elle, on était autour de la communication. Et on a bien vu un petit peu le processus de la communication. La réalisation était assurée par Jordan et Zébris. Et nous, on se retrouve demain à partir de 12h30 pour une nouvelle session du ZCL News en direct de Canal 10 de RHT et de Facebook Live aussi si vous avez tout raté. À demain.